Après le tour du monde que Monsieur l'ambassadeur nous a fait faire, moi je vais vous ramener un peu dans l'Hexagone. Et puis, je vais vous sortir quelques instants de la médiation. La Commission nationale du débat public, qui est aujourd'hui une autorité administrative indépendante, vient de loin. La première prise de conscience de la nécessité de la participation du public à l'élaboration des décisions vient de la conférence de Rio sur l'environnement, en 92. Vous voyez, c'est déjà bien lointain. Progressivement, tout ceci a évolué et en 1995, vous la connaissez sans doute, la loi Barnier a créé la Commission nationale. Mais, à l'époque, elle l'avait créée comme une commission d'État qui n'était pas indépendante et autonome. Ce qui signifie que lorsque nous étions saisis, puisqu'il n'y avait pas de cadre de saisine, nous devions recueillir l'accord des ministres concernés. Il va de soi que cet accord était donné pour des raisons qui n'avaient strictement rien à voir avec la nécessité de la participation du public. Je vous donne un exemple tout simple dont on parle aujourd'hui. Le projet de ligne entre la France et l'Italie, qu'on appelle le Lyon-Turin, nous avions été saisis d'une demande de débat public et les ministères concernés n'ont pas souhaité que ce débat public ait lieu. Point. Donc à partir de là, si vous voulez, il était clair que le développement de la participation du public était difficile. Pour vous donner un seul exemple, nous avons eu pendant cette période 95-2002 uniquement 5 débats et quelques saisines de plus. En 2002, la loi démocratie de proximité a inclus une partie importante, qui est celle aujourd'hui codifiée dans le Code de l'environnement, qui crée la Commission nationale en tant qu'autorité administrative indépendante, qui deuxièmement précisait la liste des opérations d'intérêt national dont nous étions saisis et qui par ailleurs nous donnait un rôle de conseil, de méthodologie et de réflexion sur la notion même de concertation. Quand la commission a été nommée, il y a maintenant 10 ans, nous nous sommes trouvés devant un énorme sujet qui n'avait pas pratiquement d'antériorité dans d'autres démarches, puisqu'il s'agissait d'aller au-devant du public sur des sujets dont on serait saisi et qu'il fallait en quelque sorte créer toute la machine, toute la procédure, toute la réflexion, tous les concepts qui permettraient de faire en sorte que cette concertation, que ces débats publics puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Dans toute la première période de la Commission nationale, c'est-à-dire je dirais en gros jusqu'à 2007-2008, il s'est agi de mettre en place des concepts qui permettaient progressivement de faire en sorte que le débat public soit accepté, soit reconnu comme utile, et de définir quels étaient les cadres dans lesquels nous allions pouvoir les organiser. Inutile de vous dire que les grands maîtres d'ouvrage, puisqu'il s'agit des grands projets d'infrastructure de notre pays, les grands maîtres d'ouvrage n'étaient pas farouchement disposés à ouvrir très largement les dossiers importants qu'ils estimaient connaître mieux que tout le monde et sans avoir très envie d'être remis en cause. Alors il y a déjà fallu les convaincre que, de toute façon, c'était la loi et qu'ils étaient bien obligés de l'appliquer, et que, deuxièmement, c'était leur intérêt de l'appliquer dans de bonnes conditions. Ça a été assez facile avec un certain nombre d'entre eux. Je prends l'exemple d'RFF, qui assez rapidement a joué assez largement le jeu. Ça a été un petit peu plus compliqué avec d'autres.
mais c'est venu doucement. Ça a été beaucoup plus compliqué avec les administrations d'État, qui, en particulier, pour ne pas le citer, le ministère de l'Équipement de l'époque. Mais petit à petit, les esprits ont évolué. Je dois dire que le Conseil général des ponts de l'époque a fait beaucoup d'efforts pour faire passer ce message dans les différents services du ministère, et que petit à petit, ils ont accepté de jouer, je ne dirais pas la transparence totale, parce que ça n'existe pas, mais en tout cas d'ouvrir largement les dossiers qui sont mis en débat. Comme je vous disais, nous avons procédé de façon totalement empirique dans cette affaire. Certes, la loi est assez précise sur les délais, sur un certain nombre de choses, mais dans la méthode, il n'y a rien dans la loi. Donc il a fallu empiriquement créer un certain nombre de concepts tout à fait essentiels. Le premier que nous avons créé, c'est celui dont je viens de parler, c'est-à-dire la nécessité de mettre au débat quelque chose qui soit le plus transparent possible. C'est-à-dire, nous avons fait de très gros efforts sur la préparation de ce que l'on appelle les dossiers du débat, ce qui est mis en débat. Et là, il est clair que de toute façon, aujourd'hui, le maître d'ouvrage a toujours intérêt à dire, bien sûr, la vérité, mais deuxièmement, à ne pas chercher à camoufler un certain nombre de choses, car les systèmes de communication actuels font que si ce n'est pas mis dans le dossier, il est vraisemblable que dans les semaines qui suivent, il y aura bien quelqu'un qui trouvera le moyen de dire « mais pourquoi n'avez-vous pas parlé de cela ?» qui est un problème essentiel. Donc petit à petit, par obligation quelque part et par intérêt, les dossiers se sont assez largement améliorés. C'est largement. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même d'énormes progrès. Donc transparence, premier temps. Dans l'organisation même des débats, nous avions deux soucis. Le premier, c'est que nous nous adressons au public dans sa totalité et non pas, pour employer un terme, au public organisé. C'est-à-dire ce n'est pas une petite réunion entre amis, c'est la possibilité pour chacun de s'exprimer. Il a fallu faire comprendre, et là nous avons eu quelques difficultés, en particulier avec les élus, qui avaient un petit peu de mal à comprendre que les paroles sont égales dans le débat public. Alors, il a fallu faire comprendre que monopoliser la parole dans les réunions publiques, que considérer que ce que l'on dit est plus important que ce que dit Madame Michu, que, etc., etc. Tout ça a été un long travail qui commence à porter doucement ses fruits. Je ne dis pas que nous sommes arrivés à un succès parfait, mais les choses ont beaucoup évolué. Mais pour faire cela, il fallait impérativement affirmer, réaffirmer en permanence que le temps du débat n'est pas le temps de la décision. Et que donc le décideur dans notre République, au système représentatif, appartenait toujours aux décideurs, c'est-à-dire à ceux qui ont été élus pour décider. Et que, certes, il faut qu'ils écoutent, qu'ils entendent et qu'ils participent, mais il faut aussi qu'au bout, ils décident. Et que dans leurs décisions, ils doivent prendre en compte ce qu'ils ont entendu. Alors c'est en s'appuyant sur ces deux pôles que nous avons pu, je crois, faire des progrès dans ces 10 dernières années qui sont assez conséquents. Le troisième élément extrêmement important dans l'organisation du débat, c'est la neutralité absolue de l'organisateur. La loi le précise, la Commission nationale, quand elle organise une concertation ou un débat, ne donne pas d'avis, ni pendant le débat, ni à l'issue du débat. Et ça, pour nous, c'est essentiel.
C'est essentiel parce que nous sommes extérieurs au projet, extérieurs au fond du projet. L'objet de notre mission, c'est de faire en sorte que les différentes expressions des uns et des autres puissent être consignées, répertoriées, acceptées, de telle sorte que le maître d'ouvrage, je dis le maître d'ouvrage, le décideur, prenne sa décision en toute connaissance de cause. Enfin, le dernier élément très important pour nous, c'est que la concertation, le débat, n'a de sens que si ce qui est exprimé est argumenté. Si c'est pour nous dire je suis contre la ligne de TGV entre Montpellier et Perpignan, bon, c'est intéressant, mais ça n'a en soi que peu d'intérêt tout de même. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer pourquoi. Donc nous avons été très exigeants là-dessus, et en créant les cahiers d'acteurs, en autorisant les contributions diverses et variées de tous ceux qui le souhaitaient, nous avons réussi, je crois, aujourd'hui à avoir des contributions qui sont, dans la plupart des cas, argumentées. Donc vous voyez que toute cette jurisprudence établie progressivement a été un vrai travail, difficile et long. Nous avons aussi constaté que lorsque nous mettions en place une concertation, indépendamment des grands débats publics, elle ne pouvait avoir d'efficacité que si elle était faite sous l'égide d'un garant, qui, justement, assure la neutralité entre ceux qui veulent s'exprimer et ceux qui présentent le projet. La loi Grenelle II a confirmé ces évolutions jurisprudentielles progressives. Donc pour nous, c'était un motif de satisfaction évident, mais je dirais que ça ne nous a pas apporté plus que ce que nous faisions précédemment. Nous le faisions déjà, mais au moins ça l'a officialisé. Par contre, dans le Grenelle de l'environnement, il y a un élément important qui a été la prise en compte de ce que l'on appelle l'après-débat. Car dans ces grands projets, entre la fin du débat, de la concertation, et la réalisation du projet, il peut se passer parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, parfois des durées beaucoup trop longues d'ailleurs, mais ces durées existent. Parfois elles sont nécessaires quand il s'agit de passer d'un fuseau assez large pour une ligne de TGV à la ligne proprement dite qui va ouvrir l'enquête publique, qui va permettre d'ouvrir l'enquête publique et la déclaration d'utilité publique. Il est clair qu'il y a tout un travail et que dans ce travail, la loi Grenelle II nous a demandé d'être les garants que pendant toute cette période, le public continue à être informé, à pouvoir participer, à pouvoir donner son avis sur l'évolution du projet. C'est peut-être là, et j'en terminerai par là, qu'il y a un certain lien avec les travaux qui sont les vôtres aujourd'hui. Certes, il ne s'agit pas d'une médiation dans cette période de l'après-débat, mais il va de soi qu'à la différence du débat où les positions s'expriment et où il n'y a pas de recherche de consensus, ni de décision acceptée par tous, ce qui serait très difficile, dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la partie de l'après-débat, il y a sinon une recherche de consensus, du moins une recherche de convergence, de faire évoluer les choses dans le sens d'une acceptabilité sociale plus grande, ceci sous la responsabilité du maître d'ouvrage, mais sous l'égide et l'autorité du garant que la Commission nationale désigne dans ce cas-là. Donc voilà, très rapidement brossé, je dois dire que ceux qui connaissent bien le débat public diront sans doute que j'en ai oublié la moitié, mais pour essayer de vous dire comment la Commission a évolué et puis où nous en sommes et quels sont les liens avec vous. Je vous rappellerai que nous avons, à la différence de ce qui s'est passé entre 1995 et 2002, où il y avait eu 5 débats publics, je vous l'ai dit tout à l'heure,
pendant la période 2002-2012, nous avons réalisé 67 débats publics et 39 concertations recommandées. Ce qui montre quand même un changement d'échelle tout à fait sensible. Je vous remercie. Anna Prousse, médiatrice scolaire et chargée de mission à la délégation ministérielle des préventions de violences. J'ai une question très courte. Est-ce que vous avez établi un questionnaire de satisfaction auprès de ceux qui ont participé au débat ? Pas systématique. Pas systématique, mais de plus en plus dans les dernières années, là, depuis 2 ou 3 ans, nous faisons une évaluation la plus large possible. Nous sommes en train d'en faire une sur la concertation post-débat sur les grands projets du sud-ouest de RFF, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne. Nous en avons fait sur le débat que vous avez cité sur le Tréport. Nous sommes en train d'en faire une sur un débat qui va s'ouvrir. Donc nous préparons cela, mais nous allons faire un sondage avant et après pour voir comment ça a été reçu sur le projet dit Anneau des Sciences, c'est-à-dire le contournement de Lyon. Mais l'évaluation du débat public est très compliquée. Enfin, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est extrêmement compliqué parce que ce qui est important, c'est moins la fréquentation du débat, le nombre, en nombre par exemple, que la masse des arguments qui sont émis. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'on constate que dans les 4 mois du débat public, en règle générale, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, la quasi-totalité des arguments ont émergé. Et c'est pour ça qu'à certains moments, la fin du débat, on a un petit peu l'impression qu'on revient toujours un peu sur les mêmes choses. Et si j'avais 3 minutes, je vous parlerai d'un débat qui a été pour nous très important, qui a été le débat public sur le Grand Paris et Paris Express, qui a montré tout l'intérêt du débat public et son évaluation, puisque les projets, très rapidement, on a dit, bon, vos projets de grand métro, très bien, on est plutôt d'accord. Hein. Maintenant, mettez-vous d'accord entre vous, entre l'État, la région, etc. Mettez-vous d'accord. Hein, mais on est d'accord sur le principe. Maintenant, c'est pas ça qui nous intéresse, a dit le public. Ce qui nous intéresse, c'est que vous commenciez par moderniser et remettre en état les réseaux existants. Et ça, c'est le débat public qui l'a fait émerger. Et c'est ça qui a abouti je dirais, à l'accord entre l'État et la région à la fin du débat public. Ghislaine Dorion, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur au MICACOS, et j'enseigne la communication appliquée à la médiation à l'université et à l'ICP. Voilà ma question. Je voulais savoir qui peut vous saisir déjà, et est-ce que vous pouvez être force de proposition, par exemple, par rapport à l'aéroport les problèmes qu'il y a. Est-ce que vous pouvez proposer un débat public? Je vous remercie. Dans l'enceinte de l'Assemblée, je garderai bien de répondre à la fin de la question, d'autant que nous sommes en rien force de proposition. Voilà. Il y a eu un débat public d'ailleurs sur ce sujet en 2004, si ma mémoire est bonne, 2003-2004. Donc pour nous, l'affaire est close. Voilà. Par contre, alors, qui peut nous saisir? Dans la loi, dans le Code de l'environnement, les choses sont assez claires. Il y a des catégories d'opérations qui sont détaillées avec des caractéristiques techniques et financières. Exemple, les autoroutes, c'est 300 millions d'euros et un certain nombre de kilomètres. Les gazoducs, c'est la taille du tuyau, le diamètre du tuyau et un certain nombre de kilomètres, etc., etc., etc. Donc ça, à partir du moment où ces seuils sont atteints, la saisine est obligatoire par le maître d'ouvrage.
Alors, on n'a aucun moyen de contrôler qu'ils le font tous, mais s'ils ne le font pas, ils prennent le risque, au moment de l'enquête publique, de voir leur enquête publique annulée sur le fondement de « ils auraient dû saisir la Commission nationale des débats publics ». Ça, c'est pour les saisines obligatoires. Et puis, il y a un seuil bas, qui est en gros de la moitié du seuil haut, pour simplifier. Et entre ces deux seuils, le maître d'ouvrage publie son projet dans les journaux locaux ou nationaux, et à partir de ce moment-là, un certain nombre de groupes ont la possibilité de saisir la Commission nationale, c'est les conseils régionaux, généraux, les maires concernés, le maître d'ouvrage lui-même, les parlementaires, 10 parlementaires, et puis les associations de défense de l'environnement reconnues au niveau national.